plus tu améliores ton expertise ou tes connaissances dans un domaine, plus tu as tendance à passer du temps sur cette analyse-là. Et moi, à te reposer sur le fait que, je sais, quand j'ai commencé, je faisais des programmations en 5 minutes, je pouvais le faire la semaine. Alors que maintenant, juste une journée, ça va me prendre 45 minutes. Des fois, ça me frustre quand je parle avec certains coachs où je leur dis, écoute, moi je sais, moi j'ai la recette pour que n'importe quel coach fasse de l'argent. Je sais, je l'ai fait dans différents pays, je l'ai fait faire à différents coachs, à ceux qui ont bien voulu exécuter. Et il y en a qui sont là, ah ouais, non mais moi j'aime pas faire ça, so what, t'aimes pas faire ça, moi aussi j'aime pas faire ça. Dans cet épisode, j'ai la chance d'échanger à nouveau avec Kevin Ferreira, a.k.a. K-Swiss. Kevin nous parle de pourquoi il regarde beaucoup moins de contenu fitness qu'avant, comment il a remanié sa routine pour avoir du succès, les challenges qu'il a surmontés pour construire son équipe et bien plus. Et en parlant de routine, une chose sur laquelle j'ai vraiment beaucoup bossé ces derniers mois, c'est mon sommeil et sa régularité. Et sans surprise, ça a eu un impact positif sur mon humeur, ma concentration et mes performances physiques. Et tous les soirs, je prends aussi mon Night de chez All You Need Nutrition qui m'aide à mieux m'endormir et à avoir un sommeil plus profond et plus réparateur. All You Need, c'est le sponsor du podcast Upside Strength et on utilise tous leurs produits depuis plus d'1 an maintenant, que ce soit leur collagène dans nos pancakes ou leur protein whey dans mes shakers d'entraînement. Utilise le code UPSIDE, UPSIDE, pour bénéficier de 10% de rabais sur ta commande avec All You Need Nutrition. Et maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Kevin Ferreira. Kevin, quelle a été ta plus grande réussite de 2025 ? Ma plus grande réussite de 2025, je dirais que ça a été de continuer à me challenger, mais avec une intensité encore plus grande. De toujours continuer à essayer de me renouveler et de me mettre dans le mal quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un côté sadique chez moi où dès qu'il y a du confort, j'essaie de sortir de ce confort. Et c'est un peu ce que j'ai décidé d'entamer en 2025 et qui se reproduit sur 2026. Concrètement, c'était quoi le confort que tu as atteint l'année dernière et qu'est-ce que tu as fait pour t'en défaire ? Écoute, c'est une longue histoire en fait, cette histoire de confort, parce que c'est toujours chaque année, je me retrouve face à moi-même, face à mes accomplissements, face à ce que j'ai réussi, face à ce que j'ai pas réussi. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai une réussite qui est plutôt conséquente d'un point de vue professionnel et d'un point de vue financier. Mais j'ai toujours ce stress de me dire que c'est un peu trop beau pour durer. Tout ce qui dure maintenant ne va pas forcément durer. Donc, j'essaie toujours de ramener le tout au niveau supérieur. Et c'est un peu ma mentalité de manière générale. Et cette année, j'ai décidé d'en investir plus dans du staff, donc de payer plus de gens, des salaires suisses. Tu vois, c'est conséquent. Tu sais de quoi je parle. Et non, essayer de faire grandir ma société de plus en plus. Et c'est vrai que ça vient avec un stress qui est supplémentaire. Par le passé, quand même, tu sais de quoi je parle. Quand tu es tout seul, ça fonctionne bien, tu vis bien. Ensuite, tu dis, OK, je vais ramener le truc au next level, mais tu as besoin de main-d'œuvre, tu as besoin de gens, tu as besoin d'experts au final dans leur domaine respectif. Parce qu'au début, tu mets toutes les casquettes, mais après, tu te rends compte que le game évolue, que les choses doivent évoluer également au sein de ta société. Donc, tu engages. Et là, tu es responsable. Donc, avant, tu étais responsable que de toi. Tu gérais un peu le tout comme tu le souhaitais, mais là, tu es responsable envers d'autres personnes. Vraiment, ta place, elle va en arrière-plan, autant d'un point de vue familial, en tant que père de famille, tu sais de quoi je parle également, mais après également au sein de ta société avec plusieurs employés. Donc ouais, c'est un peu le stress que je me suis rajouté et j'ai foi, donc je continue à travailler dur dessus, mais c'est ça, si je venais à éclaircir un peu le tout. Je vais revenir sur ton équipe, sur ce que tu construis, sur le business de manière générale et le développement que tu continues à avoir chaque année, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est jamais fini, c'est une démarche constante. Mais il y a quelque chose que tu viens de dire qui me frappe, parce que je pense que c'est vraiment important, c'est j'ai foi. J'ai foi, ta foi en ce que tu fais, ta foi en ce que tu mets en place. Quelle place a cette foi dans ta vie au quotidien, dans la manière dont tu opères? Est-ce que tu y penses concrètement ou comment... Parle-nous un petit peu de ça de manière générale. Alors, j'ai foi avant tout en mes capacités. C'est plutôt ça. Pas forcément en mes connaissances, mais j'ai foi en mes capacités à travailler dur. Et ça, c'est dû à mon passé. Et c'est vraiment un discours que je recommande également,
que je prêche auprès de tous les coachs, c'est de se mettre dans le dur. Une fois, il faut que tu pousses tes capacités, de dire, OK, qu'est-ce que c'est de travailler 16 heures par jour pendant des mois? Qu'est-ce que c'est que d'accumuler 3 tafs en même temps, etc. Et ça te permet de te jauger un peu et de savoir où t'en es. C'est-à-dire que tu sais que tu es capable de travailler pendant 1 an, de faire 3 tafs et de faire 14 heures par jour. Ok, aujourd'hui tu travailles 8 heures par jour. Si demain je dois revenir à ce charbon, eh bien je sais que j'ai les capacités, je sais que j'ai l'estomac, je sais que j'ai le corps pour le faire. Et au final, c'est ça, c'est vraiment le truc qui me rassure au quotidien et qui fait en sorte que j'ai pas peur de prendre des risques. Et je te fais un parallèle très bête parce que toi et moi on a vécu en Amérique du Nord, mais c'était aussi une mentalité que j'avais quand je vivais aux États-Unis. J'étais à New York, je galérais, j'avais plusieurs tafs, etc. Et je me rappelle que je me disais, mais mon worst case scénario, c'est revenir en Suisse. Et ça, c'est un privilège de fou. Donc, en fait, tu entames Mm. la vie avec cette facilité. Pas facilité parce que ton chemin va être plus facile, mais parce que tu as tout simplement un privilège quelque part, que ce soit le privilège de par ta géolocalisation, ou alors le privilège parce que tu sais que tu as le corps et la mentalité qui a été construite pour pouvoir endurer plus que d'autres éventuellement. Donc ouais, aujourd'hui je me dis, hey, mec, let's go, we go all in, et puis si ça marche pas, fuck it, j'aurais essayé et je sais que je peux retomber sur mes 2 pieds et j'aurai les épaules solides pour faire face à quoi que ce soit. Donc c'est le truc qui m'amène énormément de paix malgré le fait que le stress soit toujours là, bien entendu. Ça me fait penser à un truc que dit Alex Hormozy, If you don't have confidence, build evidence. Voilà. Et en gros, c'est si voilà, si t'es pas sûr de toi, ben montre-toi par l'action, par les répétitions, par l'accumulation de preuves que tu es capable de le faire. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu peux pas skip ce step-là. Et c'est marrant, je vais prendre des tangentes, toi et moi, tu sais, qu'on discute de toute façon. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Mais ça revient parfois à cette idée, cette sensation de syndrome de l'imposteur. Et beaucoup de Mm. fois, je me suis questionné là-dessus, vu que j'ai eu beaucoup de coachs lors de mes cours, etc. Et je me dis, est-ce qu'au final, quand on a ce syndrome de l'imposteur, est-ce qu'on l'est pas quelque part? Est-ce que c'est pas parce qu'on se dit que on demande à quelqu'un de faire un truc que nous-mêmes, on n'a pas complètement exploré? Et je pense que c'est souvent le cas. Et pour combattre ça, eh bien, tu dois juste faire. You just gotta do it. Donc, tu dois faire, 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 refaire. Tu dois te brûler, tu dois te casser la gueule, tu dois réessayer. Et en fait, il y a pas d'alternative à ça. Et je pense que peut-être que c'est parfois le chemin qu'on évite parce qu'on a un certain conditionnement qui est un peu plus académique, qui est un peu plus conservateur aussi. Dans la francophonie, ça arrive beaucoup. Une approche moins ambitieuse, on va dire. Et c'est vrai que hey, tu dois te brûler. Tu dois te brûler, c'est comme, tu vois, les enfants, ils voient comment t'appelles ça, le stove. Ou, Ouais, ouais, enfin, tu vois, il doit mettre la plaque, les la plaques, plaque ouais, ouais, chauffante, voilà, les plaques exactement. Et puis, chauffantes. il doit mettre sa main et se brûler, puis il le fait une fois, et c'est, hey, je me suis brûlé, ok, je sais que c'est chaud. Et en fait, il n'y a Mm. pas d'alternative à ça, et je pense que tout type d'apprentissage passe par ça. Et dans notre métier, et dans le monde entrepreneurial de manière générale, c'est ça. En anglais, j'adore le dicton qui dit You gotta put your money where your mouth is. Et c'est ça, en gros. Quand j'ai commencé même dans le monde de la finance, c'était ça, j'apprenais plein de trucs, il y avait plein de théories, je lisais des livres. Au bout d'un moment, je dis, mec, je dois investir et je vais mettre de Mm. l'argent. Et j'ai perdu cet argent, j'en ai gagné, j'ai perdu. Mais en fait, tu sais, après, tu arrives à étudier et à avoir un cas d'étude concret en disant, ok, je sais pourquoi là j'ai perdu, je sais pourquoi j'ai gagné. Et, et c'est des leçons parce que tu penses que parfois, si tu gagnes sans savoir exactement pourquoi tu as gagné, c'est un bon truc alors que ça ne l'est pas. Tu as envie de savoir exactement pourquoi tu as gagné. De la même façon que tu as envie de savoir pourquoi tu as perdu. Et c'est cette analyse-là qui fait que tu deviens meilleur dans ton domaine et dans n'importe quel domaine. Et je pense que ça, c'est un truc fondamental à enseigner et à comprendre de manière générale. Ouais, c'est la nature itérative en fait de la réussite où tu fais, t'apprends, tu fais un petit peu mieux, t'apprends et tu continues en fait ce processus répétitif. Et comme tu l'as dit, plus tu vas faire, plus tu vas pratiquer, plus tu vas expérimenter et plus rapidement tu vas apprendre. Un autre parallèle qui sort du monde du sport, mais on a des poules depuis quelques mois et on a reconstruit leur volière déjà 2 fois parce qu'on aurait pu attendre et faire les meilleurs plans possibles, etc. Mais en fait, on l'a fait une fois. On a vu que ça marchait pas très bien dans cette configuration-là, donc on l'a refait un mois plus tard. Donc tu pourras dire, ouais, mais c'est con, tu as fait 2 fois le travail. Ouais, mais tu sais quoi, j'ai appris 2 fois plus vite aussi du fait que j'ai fait 2 fois la même chose. Et forcément, il y a des arguments dans un sens comme dans l'autre, mais toi comme moi, je pense qu'on est très dans l'action d'abord. Et donc le fait d'être acteur avant tout, ça fait que ouais, tu fais des fautes, mais c'est via les fautes qu'on apprend de toute façon. Et
personne n'a jamais dit qu'il fallait réussir la première fois que tu faisais un truc. Il faut surtout faire le truc si tu veux avoir une chance de réussir. 100% d'accord avec toi. Tu vois, je parlais de ton profil la dernière fois avec mes gars. Je disais, j'ai un podcast avec Sean, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Et puis, ceux qui te connaissent pas, du coup, on regardait ta chaîne YouTube et ils disaient, ah, c'est bien, il fait des trucs et tout. Et je dis, ouais, parce que lui, il attend pas, en fait. Lui, il fait directement et c'est ça qui fait que tu as ton succès sur tes plateformes. Et félicitations d'ailleurs. Mais c'est ça, il faut C'est pas clair. attendre de faire. C'est cette pensée utopique de se dire que tu dois attendre d'être prêt pour entamer un truc, alors qu'en fait, tu deviens prêt en faisant le truc. Et ouais, c'est un truc vraiment important à comprendre. Et tout s'aborde de cette façon-là. Tu vois, c'est intéressant parce que ce que tu viens de faire quand tu as utilisé ta métaphore avec les poules, c'est que tu as utilisé une pensée conceptuelle. Mm. C'est pas une pensée théorique, figée, académique. Ah non, parce que Mm. certains seraient poussés à dire oui, mais c'est des poules. Non, mais c'est parce que tu n'as pas compris en fait la façon qu'il a utilisé d'extrapoler le principe clé derrière ce qu'il essaie de dire. Et c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'on voit tout le temps les choses très en surface, de manière très théorique, alors qu'en utilisant une pensée conceptuelle, ça nous permet d'extrapoler ce qui est essentiel et ça s'applique dans tous les domaines. Et tu peux Mm. ainsi extrapoler ces idées intéressantes dans ton domaine à toi. Et ouais, non, c'est intéressant. Tu vois, encore une fois, je fais une tangente de ouf, mais dans mon programme Mentorship, dans le premier module, où souvent même les gens me disent, ouais, tu conseilles quel livre pour devenir un meilleur coach? Et quand je fais des recommandations, il n'y a pas un livre technique de sport. Ils sont là, mais yo, what the fuck? Donc c'est des livres de psychologie, c'est des livres de finance, c'est des livres de, tu vois, mindset. Et au final, c'est ça, parce que quand tu te comprends toi-même, quand tu comprends les aspects fondamentaux qui s'appliquent sur tous les terrains, tu vas pouvoir extrapoler ces idées et les appliquer dans ton coaching. Et je pense que c'est un truc important à comprendre. J'en avais parlé récemment et j'avais utilisé le terme de, tu sais, quand on parle de la PPG, préparation physique générale, Ouais, j'avais pensé à la PIG, la préparation intellectuelle générale. Et ouais, ce que tu dis là, je pense que d'avoir un socle de connaissances qui est large et qui est peut-être des fois pas spécifique à l'entraînement en tant que coach, ça t'apporte une meilleure capacité de raisonnement, ça t'apporte une vision globale qui va t'aider, même si tu vois pas l'intérêt direct du truc pour tel ou tel exercice. Et ça, c'est un truc que m'avait dit, je me rappelle, on en avait parlé durant le premier podcast, Upside Strength Podcast 001, c'était avec K-Swiss, c'est toi qui m'avais dit oui en number premier one, pour you le already know. number one, toujours, et ça changera jamais, tu seras toujours le premier podcast Upside Strength. Et il était en anglais d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à aller le regarder, ça fait un petit moment, mais on parlait justement de bouquins, je me rappelle, et de comment tu abordais l'apprentissage en lisant plusieurs bouquins sur le même sujet pour te Exact, faire exact. ton propre esprit de synthèse. Et ça, le conseil de lire en dehors du coaching, en dehors de la technique, on va dire, du coaching, c'est un truc que m'avait dit Pat Davidson il y a très longtemps, je me rappelle. Et je me rappelle de cette période où je lisais des bouquins sur la physique, sur le système nerveux, mais pas dans le milieu du sport, dans le milieu de la santé, du développement de l'humain, du processus d'évolution. Et je me rappelle, c'est une période où j'ai énormément appris et grandi. Et pas parce que je pouvais ensuite parler de concepts physiques abstraits à mes clients en coaching, non, mais le fait de savoir réfléchir de manière plus large, tout comme le fait de pouvoir développer tes capacités athlétiques de manière plus large, vont t'aider dans ta discipline spécifique, peu importe ce qu'elle est ensuite. Amen. Et on oublie justement de sortir, on veut tout le temps être dans le spécifique, et je pense qu'on est encore un peu dans cette ère-là aujourd'hui, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais dans l'ultra-spécificité, il faut tout faire exactement comme son sport, il y a encore beaucoup cette réflexion-là, alors que on n'a pas besoin de choisir, on peut faire les deux en fait, on peut être mieux de manière générale, et ensuite très précis, très spécifique quand on en a besoin. Comment tu approches cet aspect-là dans ce que tu enseignes aux coachs et dans ce que toi tu fais dans ton coaching encore avec des athlètes? Non, comme tu l'as dit, moi j'ai une approche qui est très générale. Je pense que à ce stade, c'est plus une question de sémantique et de conceptualisation des choses quant au terme spécificité ou entraînement spécifique. Je fais du spécifique, mais que je définirais différemment de la plupart des gens, ou du moins de l'industrie, comme toi, j'imagine. Donc, non, je fais une approche, je propose une approche générale à mes athlètes et à mes clients qui consiste à développer différentes qualités. La spécificité va être filtrée à travers l'individualisation de l'être humain que j'ai en face de moi et de ses besoins. Donc c'est à travers ce filtre-là que je vois le tout. Et il y a bien entendu de la spécificité dans l'aspect technique des choses, c'est-à-dire dans les filtres qu'on va utiliser.
mais pas de la spécificité superficielle. Euh, Par ça, j'entends le fait de mimer justement un mouvement ou de répliquer exactement les mêmes demandes de la même façon que le sport. Je vois pas d'intérêt, même d'un point de vue conceptuel, parce que au final, le meilleur moyen de pratiquer son sport, c'est de le faire et pas de faire un remix altéré en salle de préparation physique ou lors d'un entraînement cardiovasculaire. Donc ouais, ça a toujours été mon discours depuis longtemps. Je t'avoue que je sais même pas où on en est dans l'état du fitness actuel. Je suis tellement loin je suis très loin du contenu fitness là. Depuis qu'on s'est parlé, à l'époque, j'étais dedans à 100%. Aujourd'hui, Mm. je regarde à peine. C'est euh, c'est c'est un monde qui me passionne de moins en moins, pour être honnête avec toi. Et, et je m'en détache à chaque fois un peu plus. J'ai l'impression que je suis dedans pour me débarrasser un peu de tout le savoir, pour aider les gens, parce que c'est toujours ma passion. Mais je sais pas, peut-être j'ai développé une relation un peu toxique avec le monde de l'information fitness. Je trouve que c'est redondant, je trouve que c'est devenu c'est devenu un peu toxique aussi dans dans tout ce qui se fait. Et j'y trouve plus le même amour. Mais mon message est transmis toujours de la même façon. Et c'est marrant parce que j'ai un élève qui était venu à mon mentorship, je crois, il y a 2 ans. Et à la fin au séminaire, il vient, il me dit un truc qui m'a marqué, j'ai jamais oublié. Il m'a dit: Putain, Kevin, c'est fou en fait. J'ai scrollé ta page depuis jusqu'à 2016 sur Instagram et en fait tu dis les mêmes trucs. Et je dis ouais gars, je dis les mêmes trucs mais je les dis mieux, tu vois. Et en Mm. fait, j'adore cette idée enfin ce concept propagé à travers cette phrase de Nassim Taleb qui dit on a inventé la cuillère ou la fourchette au 4e siècle et on n'a pas trouvé mieux donc on utilise toujours la fourchette. C'est le meilleur outil qu'on a à disposition. On a essayé de trouver des remixes, etc. etc. Et au final, en anglais, on dit c'est ce qui a stood the test of time. Et puis au Mm. final, c'est ça. Donc le temps a prouvé que c'est ce qui était véridique, c'est ce qui faisait la différence. Donc pourquoi vouloir chercher à réinventer une nouvelle fourchette? La fourchette est là, elle fonctionne, on va utiliser la fourchette. Et ça a été mon principe. Comme toi d'ailleurs, hein. Tu parles des mêmes trucs, mais tu le dis de manière plus précise, tu es plus clair dans ce que tu dis, c'est plus impactant. Mais parce que tu as tes convictions, tu as testé, tu as refait, tu l'as fait sur tes clients, sur tes athlètes, etc. Et voilà, mais je pense qu'il n'y a pas d'alternative à ça. Peut-être on se bat pour de la sémantique, peut-être parfois on dit la même chose, mais on n'utilise pas les mêmes mots. Parfois on Mm. chipote sur des trucs qui n'ont pas d'importance. Parfois aussi c'est un truc aussi qui est réel, et peut-être que j'étais victime de ça au début, c'était de faire semblant de ne pas comprendre ce que la personne voulait dire en face de moi. Ok, la personne n'a pas bien compris, enfin, elle n'a pas su bien s'exprimer, mais fondamentalement, j'ai compris l'idée derrière et je ne vais pas m'attarder sur de la sémantique pour montrer que je suis plus intelligent. J'imagine que tu fais la même chose. Si quelqu'un te dit oui, non, ça c'est de l'anaérobie, et toi tu sais qu'au final, non, on utilise quand même de l'oxygène, tu vas pas lui dire ouais, non, mais tu sais, c'est pas. Ouais, c'est un peu choisir le combat en fait. C'est ça. You have to pick every battle. Est-ce que tu C'est es ça. obligé d'aller à l'affront pour chaque bataille, pour chaque détail, comme tu as dit, si quelqu'un me dit anaérobie, je vais pas le reprendre et lui redéfinir les termes et lui expliquer que X, Y, Z, on va dire, ok, j'ai compris ce qu'elle voulait dire et ça nous permet d'avancer dans la conversation. Donc c'est intéressant ce que tu dis quand tu étais, enfin, il y a des années en arrière, ce que tu dis, c'est que, c'est quoi? C'est que peut-être que tu arrives à le répéter parce que Oui, je non, trouve assez intéressant l'idée de est-ce que peut-être. j'avais compris ce que la personne avait dit en face ou pas? Non, oui, c'était que peut-être par le passé, j'étais comme ces gars que je peux critiquer aujourd'hui, que je trouve relous, etc., où je m'attardais sur des futilités qui n'ont pas vraiment d'importance. Tu vois, moi j'ai grandi, moi je suis fils d'immigré, je porte ça comme une bannière parce que je trouve que ça définit quand même mon caractère avec mon expérience de vie. Mais quand ma mère elle parlait pas très bien français, je comprenais très bien ce qu'elle voulait dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ma mère elle me disait ça, elle disait ouais, t'as compris. Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit, mais t'as compris. Et ouais, j'avais compris. T'as pas utilisé le bon mot, mais j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Donc après, je peux jouer sur les mots, etc. Mais je pense que ça fait avancer personne. Et je dis ça parce qu'au début de ma carrière, j'étais peut-être ce petit con qui reprenait les gens par rapport à certaines terminologies ou certaines théories. Et après, j'ai compris que ça me limitait dans mon expansion intellectuelle. Et c'est là où j'ai commencé à Mm. m'entraîner avec des gens qui sortaient complètement de ce que moi j'aimais, qui était le développement athlétique, etc. Je m'entraînais avec des bodybuilders, hein, j'ai fait des powerlifters, etc. Et c'est vrai que c'était les premiers à avoir des résultats concrets sur le terrain, mais à donner des explications farfelues, wou qui n'avaient pas qui avaient ni queue ni tête, qui n'avaient ni queue Ouais. ni tête. Mais
ok, après, c'était mon taf à moi de me dire, ok, ce qu'il fait, ça marche. Je l'ai expérimenté, ça marche. Mais son explication, elle n'a pas de sens. C'est à moi de trouver ensuite les différentes sources d'évidence qui me permettent de trouver le point commun et de me dire, ah, en fait, c'est ce qu'il voulait dire. Et Mm. c'est un peu comme ça que j'ai approfondi mes connaissances et que j'ai compris qu'au final, parfois, on faisait les mêmes choses, on utilisait juste des termes différents pour les définir. Et je pense que ça aide dans l'acquisition de connaissances. C'est super intéressant ce que tu dis là parce que et je pense que tu m'as aussi influencé au début dans cette manière de faire. Je reviens à Pat Davidson parce que pour moi, ça a été une source d'apprentissage énorme au début de ma carrière. Mais j'en reviens à notre premier podcast quand tu parlais de prendre plusieurs livres différents sur le même sujet, de les lire et de t'en faire ta propre idée. C'est ça, en fait, c'est savoir faire la part des choses, intellectuellement parlant. C'est pas parce que le mec il dit n'importe quoi que sa technique elle marche pas ou que sa méthode elle marche pas. C'est ça. On peut faire le parallèle avec quelqu'un que tu aimes pas pour la personne qu'il ou elle est, mais qui apporte des arguments ou des idées qui sont intéressantes, qui sont valides et qui valent la peine d'être explorées. Et donc c'est Damn, savoir. don't get me started, parce que là, on va parler d'un vrai problème sociétal et un vrai problème des réseaux sociaux, en vrai. Mais Hmm. continue. Mais c'est ouais, et je trouve intéressant cette idée de se dire, ben, j'accepte que malgré peut-être la mauvaise explication ou une explication qui n'a pas vraiment de sens de par ce que tu comprends aujourd'hui de la chose, eh ben, tu prends le temps quand même de voir que la méthode, elle fonctionne, de l'appliquer et de toi ensuite pouvoir presque reverse engineer et comprendre pourquoi elle fonctionne en fait malgré la mauvaise explication qu'il y avait au départ. Et je pense que c'est super important ce que tu dis parce que c'est, comme tu l'as dit, un peu à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui où c'est tout noir, tout blanc, tout à gauche, tout à droite, c'est tout ou rien, plutôt que de se dire non, il y a peut-être 10% de bien dans ce que cette personne dit et 90%, je suis français maintenant, 90% de trucs Aussi. que tu mets de côté, ou alors l'inverse, il y a peut-être quasiment tout qui est bien, par contre ça je suis pas tout à fait d'accord, mais Ouais. et c'est aiguiser son esprit critique comme tu disais avant pour savoir trancher en fait ce 100% et savoir où mettre la limite entre les deux. Non, je suis totalement d'accord. Et tu vois, j'aimerais rebondir sur ce que tu as mentionné auparavant avec cette idée que aujourd'hui, on est constamment dans des camps et on doit s'aimer à 100%, on doit aimer complètement, on doit être d'accord à 100% avec ce que l'autre dit. Autrement, on unfollow la personne et voilà, c'est une mauvaise personne, etc. Et je trouve que c'est ridicule d'un point de vue sociétal, d'un point de vue humain de manière générale. J'espère que les gens n'ont pas ce genre d'interaction avec leurs proches. Moi, aujourd'hui, ce que je valorise chez mes amis, c'est que j'ai des amis qui vont me challenger intellectuellement, j'ai des amis qui vont pas toujours être d'accord avec moi à 100%, j'ai des Mm. amis qui vont jouer les avocats du diable et j'apprécie ça parce que c'est ça au final. Euh, Amener une certaine honnêteté intellectuelle qui te fait grandir. Amener différents points de vue. Si on doit être d'accord à 100% avec ce que tout le monde fait, etc., ça va pas. Et je trouve que c'est quelque chose de malsain qu'on a créé sur les réseaux sociaux. Et moi, je te donne un exemple. Je suis des gens avec lesquels voilà, je suis en désaccord, mais parfois quasiment complètement. Mais j'ai euh, j'ai cette humilité de me dire que j'ai quand même peut-être quelque chose à apprendre. Et je suis d'accord aussi avec le fait qu'on ne veut pas suivre certaines personnes parce qu'on ne les aime pas. Et c'est ton choix, c'est ton droit. Suis pas quelqu'un qui t'insupporte. Mais je pense que si on veut améliorer du moins cet apprentissage intellectuel, eh bien, je pense qu'on doit être ouvert au désaccord. Et c'est OK d'être en désaccord. Tu vois, genre, there's no beef. T'as ton idée, j'ai mon idée, je vais savoir la défendre. Éventuellement, tu vas réussir à me convaincre. Éventuellement, non. Et yo, on a des idées, des points de vue divergents. Si tu as tes sources pour les prouver et que j'ai mes sources pour les prouver, tu fais ta chose, moi je fais ma chose. Pourquoi on Mm. doit tout le temps se cannibaliser, on doit essayer de se rentrer dedans parce que tu fais ton truc de ta façon, je fais mon truc de ma façon. Yo, laisse-moi vivre, laisse-moi faire mon truc de ma façon. Et j'en reviens à cette idée des réseaux sociaux avec ces relations toxiques. Aujourd'hui, je vois j'ai vu ça, aujourd'hui, ça fait longtemps maintenant, ça fait en 2025 c'était le cas, mais tu sais, des réactions que pour critiquer les autres. Carrément, ça atteint un stade où je trouve que c'est ridicule, c'est des reacts. C'est-à-dire que le gars réagit à un gars qui a réagi. Je dis non, man, yo, it's too much. Tu vois, c'est trop, Ouais. comment, man, like, est-ce que tu as une vie, mec? Est-ce que tu as une vie? Mm. Et je pense que c'est devenu vraiment ridicule d'arriver à ce stade-là. Hey, fais ton truc, je fais mon truc. T'es pas d'accord, tu l'as exprimé une fois, ok, no problem.
Hey, so good. On a le droit de pas être aligné à 100%. Moi, je le dis, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis. Je suis pas d'accord. Peut-être que j'aime pas toutes les facettes de ton caractère, que tu n'aimes pas toutes les facettes de mon caractère. It's life. Mais, tu sais, genre, Ça. soyez OK avec C'est ça. ça qui fait que c'est riche, c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est ça qui... Parce que si on était tous pareils et qu'on pensait tous pareil, ce serait chiant à mourir au final. Je pense. Après, peut-être que on n'est pas beaucoup du même avis. Il y en a qui veulent conformer tout le monde à être exactement les mêmes personnes. Non, hey, t'es différent. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. So good. Tu me tolères pas. Tu sais, je pense que on est arrivé à un stade où c'est devenu critique sur les réseaux sociaux et dans le monde du fitness, j'en parle même pas. Je trouve que c'est grave. Mais voilà, ce n'est que mon point de vue et mon coup de gueule du jour. Bonjour. Mais tu parlais justement de ces facettes un peu toxiques du monde dans lequel on est. Aujourd'hui, avec notamment l'avènement des réseaux qui a fait beaucoup et clairement, c'est plus le même écosystème dans en tout cas ce qui est francophone, que ce qui était le cas il y a 3, 4, 5 ans en arrière. Vers quoi ça évolue d'après toi, de ce que tu vois? Parce que comme tu dis, tu suis beaucoup moins qu'avant, mais ça prend quelle direction d'après toi et pourquoi est-ce que c'est peut-être pas la meilleure des trajectoires, on va dire, pour tout ça? Non, je pense que de toute façon, dans l'industrie du fitness, il y a toujours eu des camps qui critiquent d'autres camps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu plus individuel, bien entendu, parce qu'un compte va critiquer un autre compte, enfin, une personne va Mm. critiquer une autre personne, etc. Et ça a toujours existé. J'ai juste l'impression, et peut-être que c'est un biais de mon côté, et peut-être que je me trompe statistiquement parlant, mais ça a juste augmenté. Et l'algorithme a facilité ces choses-là parce que c'est des trucs qui sont à la mode, etc. Donc ça pousse les gens à le faire. Mais moi, je fais des réacts parce qu'on se rend compte que hey, ça fonctionne, mais on le, on le dit différemment. On va mettre en avant le positif. On va essayer d'extrapoler ce qui est bien, etc. On va essayer d'approcher la chose de manière constructive. Et, euh, et ouais, j'aime pas trop cette nouvelle mode de la police, de comment les Mm. choses doivent être faites, etc. J'adore la compétition. Tu me connais, je suis un athlète, je suis hip-hop. La compétition, ça fait partie du game. J'aime ça. J'embrasse la compétition. Parfois, les gens voient ça comme quelque chose de négatif. Non, moi j'aime la... Si tu viens vers moi et tu me dis, si Sean, tu me dis, yo, moi, je pense que je suis le meilleur préparateur physique. Moi, je suis content pour toi, gars. Tu vois, est-ce que je vais être le premier à te défier? Je dis, non, regarde, c'est moi. Si je pense que c'est le cas, je vais le dire. Mais Mm. le fait que tu me dises ça, je me sens pas attaqué. Je dis, ah, putain, il a le bon mindset. C'est comme ça que j'absorbe cette information. Mais malheureusement, je pense qu'on est une minorité. Il y en a qui. Et c'est très francophone aussi, j'ai envie de te dire. Dans la francophonie, on aime quand on est éteint, quand on parle pas trop, etc. Moi, c'est pas la culture dans laquelle moi j'ai grandi. J'ai grandi dans la culture de la compétitivité, du sport, du hip-hop. Tu sais, même quand on fait une collab, t'as envie que. Je te donne un exemple bête de featuring, mais quand t'as Eminem et Jay-Z qui font un feat, à la fin, le son il est trop bien. Ils se disent, c'est qui a tué qui? Yo, Eminem il Ouais. a tué Jay-Z sur ce son. Et en fait, c'est ça, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, mais le son il est trop bien. C'est-à-dire qu'ensemble, on a Ouais. fait une masterpiece. Mais Mais c'est ça, c'est pas où. Et ça, c'est c'est un ça. truc que je dis tout le temps. C'est pas où, On n'arrive exactement. pas, on est tout le temps dans le où parce qu'il faut choisir un camp, il faut décider, il faut être là ou là. Alors qu'en fait, tu peux prendre les deux. Et souvent, si tu es en mesure de prendre les deux en considération, tu auras une vision qui sera plus intéressante, tu auras une réflexion qui sera plus pertinente. Mais ça demande de réfléchir pour toi et de pas juste t'abonner à un courant de pensée en te disant voilà, moi j'accroche mon chapeau ici. Tout ce que cette personne dit ou ce qu'on dit ou ce mouvement dit, je suis d'accord avec, indépendamment de si c'est une bonne idée ou pas. Ouais. Mais pour ça, il faut réfléchir. Ouais. Non, après, tu vois, je repense à celui que j'étais aussi par le passé, parce que je vais parler en toute humilité. J'ai été aussi, encore une fois, peut-être celui que je critique à un certain degré, pas au Mm. degré auquel je le critique aujourd'hui, mais j'étais le gars qui voulait reprendre des gens qui disaient des trucs, Eh, lui, il dit ça, faux, etc., bla, bla. Et, et aujourd'hui, je trouve que c'est ennuyant. Alors, est-ce que je suis devenu plus mature et que les autres vont devenir plus matures? Mais j'ai l'impression que cette maturité, elle est venue rapidement chez moi et que chez d'autres, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et peut-être que ça m'embête, je sais pas. Mais, euh, mais ouais, après, tu restes, tu sais, comment dire, you get caught up in this. Tu vois, genre, t'es Tu te fais dedans. attraper par le truc. Ouais. Voilà, c'est ça.
tout te pousse à C'est un continuer à faire piège. ce truc. C'est ça, c'est un piège. Ouais. Parce que ça alimente les réseaux. Les gens aiment les gens aiment les bifs. Les gens aiment ça. C'est pour ça que les téléréalités, ça marche bien. Moi, je déteste ça. Je peux même pas en regarder une. C'est impossible pour moi. Mais les gens aiment ça, le drama, les trucs comme ça. Et ça te pousse à alimenter ce genre de trucs. Et c'est là où je trouve que c'est un peu malsain. Mais voilà, c'est le game. Chacun va évoluer à son rythme. Mais moi, je prends mes distances par rapport à ça aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, si tu veux bien, parle-nous un peu des sujets qui t'intéressent aujourd'hui, qui sont en dehors du fitness, des axes de développement que tu as pour toi, pour ta pensée. Et je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. Je passe très peu de temps aujourd'hui à regarder des contenus qui sont axés fitness. Pas parce que je sais tout, mais parce que j'ai beaucoup consommé dans le passé. Et aujourd'hui, quand je vais chercher un truc, c'est très précis et c'est sur un truc que j'essaie de mettre à jour. Mais concrètement, je sais aussi que psychologiquement parlant, je ne peux pas penser à ça H24. Qu'à un moment donné, tu t'épuises à penser qu'à ça. Et pendant des années, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de penser à autre chose, de regarder autre chose, d'apprendre autre chose. Donc, dans quelle chose, toi, tu te lances et quelle chose tu essaies d'apprendre ou de développer qui sont en dehors du fitness actuellement. Si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs. Écoute, moi déjà, je dis toujours, mon premier rôle aujourd'hui, c'est d'être un père. Donc j'essaie de peaufiner ces skills-là. Malheureusement, c'est vrai que le taf me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'ai pas l'énergie que j'aimerais donner à mes enfants au quotidien. Mais ça, quand je dis être un père, au final, c'est être une meilleure personne. Parce que quand tu es père, tu es confronté à la version de toi que tu as envie d'éliminer. Les trucs que tu n'aimes pas, mais que tu as laissé traîner parce que tu n'as jamais eu l'obligation d'améliorer et de travailler sur toi-même. Donc ça, juste être une meilleure personne de manière générale. Donc j'essaie d'en apprendre plus sur moi. Après, je t'ai parlé du monde de la finance. En fait, quand je parle de finance et tout, ça parle de géopolitique, le monde qui nous entoure, l'évolution des choses, la technologie. Enfin, tous ces trucs-là, ça me fascine au quotidien. C'est ce que je consomme le plus, je dirais. Hum, et voilà, ouais, c'est ça. Je reste loin un peu des gossips. Euh, c'est marrant parce que quand je vois l'évolution, c'est les trucs que j'aimais le plus, qui m'ont vraiment défini, c'est le sport et la musique. Et, Mm. euh, et vraiment, c'est devenu un monde de gossip que j'arrive plus à tolérer. C'est-à-dire, la musique, c'est du gossip, le sport, c'est du gossip, et je suis là. Mais je suis pas venu dans ça pour ça. Donc, je m'éloigne un peu de tous ces éléments-là. Et au final, je vais être honnête avec toi, j'ai même pas trop le temps de penser à d'autres trucs. Parce que je travaille comme un fou, je sors d'ici en me dépêchant, je dois m'occuper de mes enfants, le temps que les deux soient au lit, quand ils veulent bien dormir, et bien à la fin, je suis éclaté au sol et je Mm. t'avoue que j'ai 30 minutes pour faire du dumb scrolling parce que j'ai envie que mon cerveau il soit bête. J'ai pas mal de trucs bêtes, enfin divertissement, là je m'en fous, même les trucs que je déteste. Laisse-moi regarder ça et puis next. Et c'est vrai en fait, j'ai moins de temps. Tu vois, je dis à chaque fois, tu as soit du temps, soit de l'argent. Là, j'ai beaucoup Mm. moins de temps, j'ai plus d'argent, mais, mais j'ai moins le temps de m'attarder sur des questionnements, etc. Je me concentre sur moi, sur mon rôle principal, sur le fait de délivrer ce que je peux délivrer à ma communauté parce que j'ai envie d'aider ma communauté. Et voilà, that's it. Je suis vraiment dans ce mindset-là en ce moment. Et je pense que au final, ça reste le meilleur moyen d'avancer en fait, c'est rester centré sur toi et sur ce que tu fais. Et comme tu l'as dit, stack good days, mettre un pied devant l'autre, accumuler des jours de qualité au niveau du travail et de ce que tu fais au quotidien, tout comme tu accumules des entraînements de qualité pour atteindre un objectif sportif. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et souvent, le fait de regarder trop à l'extérieur, tu te distrais en fait de ce que tu fais. Et c'est tellement facile aujourd'hui, comme tu l'as dit, avec C'est avec ça. les réseaux, avec tous ces messages souvent négatifs, souvent clivants, etc. C'est que, en fait, tu peux vivre sans. Et ça a quasiment, voire aucun impact sur ta vie. Et si tu décides de juste bien faire ton taf, de te lever le matin, d'avoir ta routine, de faire ton truc, et ben au final,
sur une journée, t'avances, sur une semaine, t'avances, sur un mois, t'avances, sur une année, t'arrives à faire des trucs de dingue. Et c'est cool d'entendre que voilà, avec ton niveau actuel, ton niveau de développement entrepreneurial, etc., au final, c'est les mêmes leçons, c'est les mêmes choses qu'il faut mettre en place. C'est concentre-toi sur toi, fais le taf, mets les heures de qualité et si tu le fais bien et assez longtemps, ça va fonctionner, quoi. Je te jure, mec. C'est tellement simple quand tu dis ça. Et c'est vrai que on a l'impression de toujours vouloir chercher un nouveau secret. Il n'y a pas de secret, mec. Il n'y a pas de secret. Moi, littéralement, tu sais, toi aussi, tu as habité en Suisse. Il y a certaines grandes villes où tu vas être confronté à une clientèle où c'est des big dogs. Genève, Zurich, New York, Londres, Singapour. Il y a quelques villes comme ça sur Terre Mm. où c'est le cas. Et moi, ça a été le cas. Enfin, Paris aussi. C'est le cas pour moi, pour ma clientèle. Et mec, je regarde les gars, mes clients qui pèsent des centaines de millions, qui pèsent des milliards, etc. Mec, c'est ça, c'est le même mindset, c'est les trucs, les bases qu'on fait encore une fois. T'as vu, tout revient à la conversation initiale, mais on fait les bases un pied devant l'autre à chaque fois. We show up, ça prend le temps que ça prend, on fait le taf et ça grandit, tu vois. Et y a pas de secret, il y a pas de secret. Le fait de toujours vouloir chercher un secret, c'est simplement une excuse pour se déresponsabiliser des tâches qu'on a à faire au quotidien. Et c'est une vérité qui est dure, mais qui doit être acceptée, malheureusement. C'est ça, ça peut être vu comme être chiant à mourir de toujours faire la même chose, mais au final, quand tu comprends que c'est le process qui t'amène vers la réussite et la victoire, c'est comment trouver en fait du plaisir dans cette routine, dans cette régularité, dans cette répétition. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais ou comment toi tu vois cet aspect-là de ta vie, le fait que ce soit entre guillemets répétitif, mais sans que répétitif soit péjoratif, hein, c'est encore une fois, c'est la répétition qui fait que Ah. tu es là aujourd'hui et que tu as réussi et que tu continues à vouloir aller de l'avant, mais comment le cadre, comment tu le frames dans ta tête pour que ça continue à être, continuer à le faire tous les jours et pas justement te laisser distraire par des petites choses qui pourraient venir. C'est une question intéressante que tu poses et je vais la répondre en deux temps. Dans un premier temps, je vais parler de ma personnalité parce que moi j'ai une personnalité qui est très routinière. Moi j'adore les routines. Déjà c'est le premier truc. Il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui adorent avoir des changements au quotidien. Moi j'aime avoir une routine, j'aime savoir exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc., etc. Donc ça fait partie de ma personnalité, c'est quelque chose que j'apprécie et pour être honnête, c'est ce que j'ai pu étudier chez de nombreuses personnes à succès. C'est des gens qui pas forcément aiment la routine, mais qui embrassent le fait d'avoir une routine. Et je pense que c'est très important. C'est très difficile d'aller dans la bonne direction sur plusieurs années lorsque on n'a pas quelque chose de concret sur lequel se rattacher. Le truc le plus concret sur lequel on peut se rattacher, c'est notre agenda. Et j'insiste par routine, ne pas associer le terme routine à ces routines du matin spirituelles, peu importe, voilà, des trucs cold showers, méditation 5 minutes, stretch ça. Non, juste, hey, tu as des tâches à faire, tu les fais. Et ça m'amène à parler du deuxième élément que je voulais aborder pour rebondir sur ce que tu as dit. Et c'est quelque chose qui me frustre au quotidien. C'est que moi, aujourd'hui, je n'ai pas à trouver de plaisir ou de paix avec les tâches que je dois accomplir. Je sais juste que je dois les faire. Et c'est ça. En fait, je dois faire ce que je dois faire. Il n'y a pas d'alternative à ça. Je l'ai fait, point barre, c'est tout. Et des fois, ça me frustre quand je parle avec certains coachs où je leur dis, écoute, moi, je sais, moi, j'ai la recette pour que n'importe quel coach fasse de l'argent. Je sais, yo, je l'ai fait maintes et maintes fois. Je l'ai fait dans différents pays. Je l'ai fait faire à différents coachs, à ceux qui ont bien voulu exécuter. Et il y en a qui sont là, ah ouais, non, mais moi, j'aime pas faire ça. Moi, j'aime pas faire ça. So what, t'aimes pas faire ça? Moi aussi, j'aime pas faire ça. Mais tu fais ce que tu dois faire. You gotta do what you gotta do. C'est le jeu. Et, et en fait, c'est ça qui me frustre, cette idée de se dire, ouais, je dois faire que ce que j'aime faire. Non, si tu as envie de vraiment vivre de ta passion, de ton métier, bah, tu vas faire plein de trucs qui ne te passionnent pas pour pouvoir vivre de cette passion. Et tu vas faire les trucs que tu n'aimes pas. Et c'est pas une option. Tu dois le faire et c'est tout. Et en fait, tu dois être en paix avec ça. Donc moi, je me pose pas la question, est-ce que j'aime, est-ce que ça m'apporte du plaisir, comment j'ai trouvé du plaisir. Gars, je fais, je fais, et puis c'est tout. Et je pense que c'est le mindset à utiliser. Et ensuite, éventuellement, tu vas créer cette flexibilité. Mais tu es obligé de passer par cette étape où tu fais les trucs que tu n'aimes pas faire, les trucs qui sont chiants, les trucs qui sont pénibles, les trucs que tu maîtrises pas. Tu peux pas faire dans la vie que les trucs que tu maîtrises. Tu comprends ce que je veux dire? Et encore une fois, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu fais ce que tu as à faire
Et c'est tout. Et Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Au fond, c'est ça. quand tu regardes en glace, C'est tu ça. sais. C'est juste que tu trouves des excuses, tu te déresponsabilises par rapport à ces tâches que tu dois accomplir. Au bout d'un moment, tu te regardes dans la glace et tu dis, yo, je dois juste le faire. Et tu fais, et puis voilà. Et là, tu as des résultats. C'est simple. Et ce qui est génial, c'est que le parallèle avec l'entraînement, il est exact dans le sens où j'adore je caricature un petit peu, mais c'est un peu le crossfitter qui vient me voir et qui me dit Sean, je veux gagner en endurance. Puis je dis je pose ton cul sur un vélo, puis pédale, quoi. C'est ça. Et puis il dit ouais, mais la selle, elle me fait mal aux fesses. Je dis alors tu vas te mettre en travers sur un triple frane le vendredi soir pour te faire plaisir. Par contre, tu as mal aux fesses sur un vélo, donc tu vas pas faire ton entraînement parce que tu as mal aux fesses. Et comme tu as dit, si tu veux. J'ai rien contre le fait que, au niveau de l'entraînement, en tout cas, que les gens décident de faire des choses qu'ils aiment faire. Je pense que déjà, c'est une bonne chose, ça va créer de la routine. Bien sûr. Mais tu peux pas ensuite avoir des aspirations à exploiter ton plein potentiel Merci. alors que tu veux juste faire ce que tu as envie de faire et les trucs un petit peu chiants, les trucs que t'aimes pas, ah ouais non mais ça j'aime pas trop ou ça je suis pas trop fait pour, etc. Mais en fait tu les laisses de côté alors que c'est ces trucs-là qui vont te permettre de passer au niveau supérieur. Après, il faut juste être clair avec toi. C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux t'amuser à l'entraînement, ce qui est un objectif qui est tout à fait louable, ou alors est-ce que tu veux performer et atteindre ton plein potentiel? Ouais. Non, t'as tout résumé. J'ai souvent cette conversation avec les participants du mentorship. Les gars, vous devez être sur les réseaux, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et si vous voulez pas le faire, moi je suis OK avec ça. Faites ce que vous voulez, ce qui vous amène cette paix intérieure. Par contre, il faut pas me dire que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour réussir si vous ne le faites pas. C'est simple. Faut pas me dire que vous voulez atteindre X niveau et qu'on vous dit ce qui doit être fait pour atteindre X niveau et que vous ne le faites pas. Hey, t'as pas les résultats souhaités. C'est tout. C'est simple que ça. Et non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et encore une fois, on peut extrapoler ça à n'importe quel domaine. Littéralement. Parce que ce sont des principes universels. N'est-ce pas? Tu l'as très bien expliqué dans ton contexte. Et j'imagine que c'est un truc dans ton contexte, parce que qu'on se le dise, même dans mon contexte. Faire du travail articulaire spécifique, faire de longues séances cardiovasculaires, c'est chiant. C'est un fait. Mais encore une fois, gotta do what you gotta do. Ça devrait être un t-shirt, en fait. Tu vois? Yeah. Et petit shout-out pour mon pote Gabe qui dit ça tout le temps qui dit ça tout le temps, et gotta do what you gotta do. Je pense que c'est exactement ça. Un truc sur lequel je voulais revenir que tu as dit, Kev, c'est en parlant de la routine et de l'importance de cette routine, ça me fait penser à Jocko Willink, Discipline is Freedom. Et un parallèle qui est ressorti pour moi, c'est quand je m'intéressais pas mal à tout ce qui est psychologie, développement de l'humain, des enfants, etc. Un psychologue qui parlait de l'importance en fait de la routine dans le calendrier ou dans la journée des enfants, parce qu'en fait, ils ont besoin de ces îlots de stabilité pour pouvoir se développer et explorer en dehors de ça. Alors que, et comme tu l'as dit, si même toi, dans ta vie de tous les jours en tant qu'adulte, si tout est changeant et en gros, chaque matin à 6 heures, on te donnait ton planning pour les 3 heures à venir, mais on ne disait pas ce qui se passait l'après-midi, on ne dirait pas ce qui se passait le jour d'après, la semaine d'après, et que en fait, c'était all over the place tout le temps. Tu n'as aucune base en fait sur laquelle travailler, alors que si tu crées ta routine, toi, ton organisation, ta structure, à l'intérieur de cette structure, ensuite, ça te donne la place pour développer, pour faire des nouvelles choses, pour explorer. Mais avant ça, il faut se cadrer. Et dans ton cas, j'imagine, parce que en tout cas, ça a été le cas pour moi ces dernières années, ça veut des fois beaucoup dire apprendre à dire non, apprendre à trier entre ce qu'on aimerait bien faire et ce qu'on sait qu'on doit faire, comme tu l'as dit là, et comprendre que tu as seulement tant d'heures dans la journée et que tu peux simplement pas tout faire, et que si tu veux réussir, il faut mettre toutes tes pièces sur le ou les trucs qui vont te faire avancer. Non, c'est un point très important que tu soulèves là. Et au début, c'est clair que tu n'en as pas conscience quand tu n'as pas atteint ce niveau où tu te vois contraint de dire non. Et pour ceux qui me connaissent, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement généreux, j'aime passer du temps, j'aime aider, etc. Mais au bout d'un moment, tu dois regarder la réalité en face. Et la réalité est que
notre manque de temps ne nous permet pas de tout faire et qu'on doit choisir et que malheureusement on doit être égoïste comme on doit tous l'être à un certain niveau de notre vie. Et si tu comprends pas ça, c'est qu'on n'est juste pas au même niveau. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des gens à qui tu dois dire non parce que c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai écouté une interview de Magic Johnson qui est récemment devenu Mm. un milliardaire. Et il dit les gars, il dit les gars, appelle-moi pas si c'est pas pour parler d'un truc qui vaut 100 millions. Parce qu'en dessous de 100 millions, don't talk to me. Don't bother me. Tu vois, c'est 100 mil au moins. Et Mm. puis sinon, m'appelle pas. Et c'est pas prétentieux. Il dit, c'est pas. Don't hate the player, hate the game. C'est comme ça. Aujourd'hui, je suis obligé de prendre que les calls qui font en sorte que si c'est pas 100 millions et plus, bah, ça m'intéresse pas. Donc, au final, encore une fois, c'est l'aspect financier parce que ça parle à tout le monde. Mais dans la hiérarchisation que tu t'es créée pour atteindre tes objectifs, il y a des trucs que tu dois faire et tu dois dire non à d'autres trucs, tu dois renoncer. Et c'est pas facile. Même, encore une fois, là, ça pourrait être extrapolé d'un point de vue superficiel, juste aller voir quelqu'un, en prendre un rendez-vous, aider quelqu'un, mais c'est pour toi-même, ton bien-être, tu dois faire des sacrifices, Mm. parfois pendant un certain temps, pour que tu puisses accomplir les choses que tu veux accomplir. Et c'est life. Et tu sais, plus j'avance et plus j'ai interagi avec d'autres professionnels, plus aussi j'ai cette expansion entrepreneuriale, plus je me dis que, en fait, c'est ça, les gens ne sont pas construits pour deux trucs. Ils ne sont pas construits à renoncer à ce qu'ils aiment et ils ne sont pas Mm. construits pour tolérer des hauts niveaux de stress. Et moi, je le vois aujourd'hui avec les niveaux de stress que je tolère. Je vois des clients à moi et je dis, mais genre jamais. Genre aujourd'hui même, tu me demanderais d'échanger ma place avec lui, je ne tiendrais pas. Et les gens se rendent pas compte de ça. Ils disent, ah, j'aimerais bien avoir ce que lui, il a. T'aimerais pas parce que tu serais même pas capable de. Tu n'aurais pas les capacités de tolérer les Mm. niveaux de stress que cette personne tolère. Et moi, je le vois aujourd'hui, mais tu peux que savoir ça si tu es dans un environnement où tu as vraiment des gens qui sont au-dessus de toi, avec un niveau supérieur au tien. Là, tu te rends compte et tu te dis, ah ouais, en fait, j'adore cette phrase en anglais, there's levels to shit. Tu vois, il y a, il y, a, il y a des niveaux, gars. Il y a des niveaux. Et quand tu arrives à ces niveaux, tu te dis, ah ouais, en fait, déjà, tu réalises plein de trucs. Tu réalises que, en fait, tu pensais que tu travaillais dur, mais tu travailles pas aussi dur que tu le pensais. T'es pas aussi performant que tu le pensais. Et tu te dis, ah ouais, en fait, peut-être que c'est mon max. Et en fait, tu remets toute ta vie en question parce que là, tu commences à te questionner sur tes aspirations, sur tes objectifs. Quand tu te rends compte que pour atteindre X, tu dois faire Y, tu te dis, mais est-ce que vraiment, j'ai vraiment envie de X? En fait, peut-être pas. Et c'est important d'avoir cette vision à 360 degrés, encore une fois, de tout ce que ça implique pour atteindre tes objectifs. Encore une fois, je parle dans tous les sens, mais j'espère que ça pourrait aider C'est pour ça. les auditeurs. C'est pour ça qu'on est là, Kev. Partir dans tous les sens, c'est le but du podcast. Ce à quoi ça me fait penser, c'est définir ta propre réussite et pas te raccrocher à ce à quoi ressemble la réussite pour les autres. Comment toi, tu définis ta réussite et comment est-ce que ou peut-être des choses que tu as vues justement chez d'autres personnes, comme tu l'as décrit là, qui te font dire « Ah, ça, c'est la réussite pour eux, mais c'est pas la réussite pour moi. » C'est ça. C'est ça, ouais. Et t'apprends à te connaître aussi. Tu t'analyses et tu dis, ah ouais, ouais, moi, je pense que je suis pas prêt à sacrifier ça. Parce qu'au final, Il y a quoi concrètement au quotidien ou dans ta vie jusqu'ici, il y a quoi que tu as vu certaines personnes sacrifier où tu t'es dit ah, non, moi ça je suis pas prêt. moi, je te le dis, rien. Moi, comme j'ai dit, je travaille avec une population très aisée, des gros CEO, etc., et des athlètes de très haut niveau. Et moi, j'ai grandi sans vraie vie de famille. Moi, petit frère, laissé, ma mère, elle travaillait 16 heures par jour. On a appris à grandir tout seul, etc. Donc, moi, j'ai toujours voulu avoir cette vie de famille. On va parler concrètement. Et du coup, moi, ça a été ma première inspiration. Mon plus grand but dans la vie, ça n'a jamais été faire de l'argent, avoir de la renommée. Je m'en fous de tout ça. Mon but, ça a toujours été d'être un bon père de famille. C'est ça, c'est ma finalité dans la vie. J'ai rien au-dessus. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai voulu m'y dédier à 100%. Mind you, à cette époque-là, j'ai un business en ligne qui s'est mis en place, je suis tout seul, j'ai mon bureau, euh, j'ai une grosse clientèle, j'ai des athlètes de haut niveau, je voyage. Hmm. Quand je te dis, je fais beaucoup d'argent. Vraiment, je fais des centaines de milliers. Juste avec mes clients en présentiel, euh, cash, je fais 180, 200K francs suisses à l'année. J'ai une Hmm. business en ligne, j'ai mes off-season, j'ai mes contrats en ligne, j'ai tout ça. Je fais beaucoup, beaucoup d'argent. Je viens de tout en bas. Et mec, je suis là, j'ai mon enfant, j'ai créé ce privilège-là d'avoir une autre entité en ligne qui me permet de générer de l'argent. Du coup, j'ai arrêté avec tous mes clients en présentiel, j'ai arrêté avec des clients, tout.
tu vois. Je me rappelle, on en avait parlé, ouais. Et mec, c'est-à-dire que j'ai laissé pendant 2 ans et demi plus de 200 cas entre les athlètes, les contrats avec athlètes, mes clients, sur la table. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai laissé un demi-million sur la table parce que j'ai valorisé le fait de rester avec mon fils. Et aujourd'hui, mon fils et moi, on s'adore. Et c'est papa. Et c'est papa parce que j'ai passé du temps avec lui. Parce que ce qu'il y a de plus... qui a le plus de valeur, ce qui est de plus valuable, c'est le temps que tu accordes à quelqu'un. Tu vois, et c'est très précieux. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai littéralement laissé cette somme-là sur la table. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui auraient osé faire ça pour cette somme d'argent. Et c'est toi qui dois connaître ton ordre de priorité. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants qui se disent, moi, j'ai un lien fort avec mon papa. Alors, c'est vrai que des fois, je dois sacrifier, je dois rester un peu plus au bureau, etc. aujourd'hui, parce que j'ai moins en moins le choix. Mais quand j'ai eu le choix, eh bien, j'ai même pas réfléchi 2 fois, tu vois. J'ai arrêté avec eux et je dis, hey, désolé les gars, mais priorité, tu vois. Et c'est là où ça me fait rire si j'entends quelqu'un dire, ouais, Kev, t'as pas pris un rendez-vous avec nous, t'as pas pris un mail, tu nous as pas répondu. Gars, j'ai pas répondu aux gens qui me donnaient un demi-million. What the fuck you talking about? Et tu vois ce que je veux dire? Je vois pas ma mère. Of course, tu dois faire des choix. Et c'est la vie, en fait. Et voilà, donc concrètement, c'est ça. Moi, j'ai ma hiérarchie. Je sais qu'il y a des trucs que je suis pas prêt à sacrifier. Je pense que chacun devrait être capable de quantifier plus ou moins ça. Ou alors de se fixer des timelines. Tu vois, quand j'ai engagé des nouveaux membres de ma team, j'aurais dit, les gars, hey, un an pour faire nos preuves. Tu vois, un an pour faire nos preuves, pour atteindre X chiffres. Si on ne l'atteint pas, yo, moi, je reviens tout seul. Parce qu'aujourd'hui, j'ai créé un business qui est un business que j'appelle toute saison. Et c'est un truc que j'enseigne, et c'est ce que j'enseigne principalement à travers mon programme mentorship, et ce que je veux offrir. C'est qu'aujourd'hui, et franchement, encore une fois, en toute humilité, je ne pense pas trop m'avancer quand je dis ça, beaucoup de professionnels dans notre industrie choisissent un secteur uniquement, veulent faire qu'en ligne, qu'en présentiel, etc., ou à des petits degrés. Moi, j'ai construit un business que je ne me souhaite pas, bien entendu. Mais si demain, j'arrête le présentiel comme je l'ai fait, I'm good. Si demain, j'arrête en ligne, I'm good. Tu vois, j'ai créé un business, peu importe les intempéries. Diversifié. Voilà, exactement. Peu importe les saisons là qui vont arriver dans ma vie, eh bien, hey, il y a une tempête de neige qui m'empêche de sortir là. Hey, I'm good. Il y a ça, I'm good. Il y a ça, I'm good. Et c'est ça, en fait. C'est cette flexibilité que j'ai voulu créer et que j'essaie d'enseigner tant bien que mal à de nombreux collègues professionnels du sport et de la santé parce que je pense que c'est ça le vrai gain dans notre métier, au final. C'est ça, c'est d'avoir cette flexibilité parce que tu vois, mec, c'est dur de résilience aussi. Cette résilience parce que tu sais jamais ce qui va arriver, ta vie elle change, l'environnement change. Et même mentalement. Toi, tu l'as vécu, Sean, tu as travaillé en présentiel, au bout d'un moment, tu as dit, mais j'en ai marre de ces clients. Et tu as shifté en ligne, et peut-être qu'en ligne, tu t'es dit, j'aimerais bien avoir le contact humain, peut-être, tu vois. Et en fait, c'est le game dans lequel on est. C'est très difficile de faire une carrière pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, où tu fais exactement le même truc. Parce que ce qui va se passer, c'est que ton service, la qualité de ton service va décliner que tu le veuilles ou non. Quand ce sentiment de rancœur envers ce que tu fais s'installe, la qualité de ton service va décliner. Et moi, je le vois avec moi-même. Tu vois, je suis à des périodes, des fois, je me questionne, je me dis, mec, là, je vois que je ne suis pas en train de donner 100% de mon service. Et je me dis, peut-être que je dois arrêter. Tu vois, peut-être que je dois arrêter parce que c'est un manque de respect envers mes clients, envers moi-même, envers mes capacités. Si je ne donne pas mon 100%, c'est qu'il y a un truc qu'il faut. Il y a un truc qui ne va pas. Je dois questionner complètement ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et c'est pourquoi on doit développer ce côté entrepreneurial dans notre business en tant que professionnel du sport et de la santé. Petit message qui est important, qui devait être dit. Tu en as parlé plusieurs fois jusqu'à maintenant. C'est pas juste toi maintenant, c'est une team. Et ça fait quelques temps maintenant aussi que tu fonctionnes comme ça. Et donc forcément, ton rôle a shifté aussi. Ouais. Les skills nécessaires pour réussir dans ton business ont également shifté. Parce que quand tu passes de solo entrepreneur, c'est toi qui donne les coachings, c'est toi qui fais les contenus, c'est toi qui monte les vidéos, c'est toi qui fais tout, à maintenant, tu dois diriger une équipe. Quels nouveaux skills tu as dû développer ou acquérir ou soit en cours d'acquisition pour toi, de par le fait d'avoir une team, de par le fait d'être maintenant manager en gros d'une équipe? Qu'est-ce qui change concrètement pour donner un peu cette vision aux gens? Parce que des fois, je pense que
on se dit ouais, la prochaine étape c'est ça pour moi. Et en fait, ton job il change complètement. C'est plus du tout le même job, c'est pas la même casquette, c'est pas les mêmes responsabilités. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être surpris dans cette transition et à quoi tu as dû t'adapter le plus? Oui, non, clairement, comme tu l'as dit, c'est la casquette de manager, le fait de devenir un team manager qui m'a complètement bouleversé parce que tu dois en apprendre plus sur. C'est pas simplement les aspects de management en surface, c'est le côté humain de chaque individu Mm. avec lesquels tu vas interagir. Et ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre. Et ça s'applique dans tout. Ça s'applique dans les commentaires qu'on va faire, qu'un collègue va faire à un autre collègue, enfin la synergie qu'on va avoir au sein de l'équipe. Ça va s'appliquer également dans les négociations salariales, tu vois. C'est des trucs comme ça. J'ai dû apprendre tout ça. J'ai dû apprendre également toutes les lois, toute la législation qui tourne autour d'engager des gens. Donc, ouais, ma casquette a complètement changé. J'ai dû également pas être en paix, parce que ça a toujours été, je pense, un point fort chez moi, ou du moins le mindset avec lequel j'ai entamé le fait d'engager des gens, c'est de me dire, hey, c'est toi le boss. Si t'es le responsable de contenu, c'est toi le boss. Si t'es le responsable marketing, c'est toi le boss marketing. C'est toi qui me dis quoi faire. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de pushback, que je ne vais pas donner mon avis, etc. Mais à la fin de la journée, hey, tu penses que c'est la bonne décision, je vais te faire confiance. C'est clair que si on rate, c'est moi qui en paye les conséquences financières. Toi, tu vas payer les conséquences, on va dire, de ta réputation et de ton expertise. Mais c'est le jeu. Et je dois être OK avec ça. Je dois être OK avec le fait de lancer un truc. Hé les gars, moi, je la sens pas. Vous les deux, vous la sentez. Vous êtes les responsables, des responsables de contenu. Toi, tu es le responsable marketing. Toi, tu es le project manager. Vous êtes 3 contre un. Vous avez vos expertises. Ah, fuck it, let's go. Je vais perdre combien? Worst case scenario. Ah, ok. Et c'est ça, en fait. C'est là où je dois, moi, accepter le fait que je vais perdre. Et c'est le jeu. Donc, apprendre à manager les gens, à gérer les émotions des gens, à négocier l'aspect salarial pécunier de chaque individu. Euh, et et bien entendu endosser la responsabilité supplémentaire de se dire, tu vois, avant, je pouvais faire rentrer X par mois, c'était OK. Maintenant, on a atteint des paliers supérieurs, donc on est obligé de faire ça. Et aussi le fait que j'ai envie que tu sois impliqué au maximum. Mais pour être impliqué au maximum, eh bien, j'ai envie de te montrer cette reconnaissance. Et cette reconnaissance passe également par l'aspect financier des choses. Donc, en gros, les Mm. gars, je gagne plus, vous gagnez plus. Tout est ouvert, tout est transparent, on peut tout voir. Donc, hey, euh, j'ai envie que vous le sachiez, c'est les règles du jeu ici. Je gagne plus, vous gagnez plus, et on est ouvert là-dessus. Donc, ouais, j'ai dû apprendre à être un boss d'une société, et et c'est plus dur que ce que je pensais. Mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé une bonne équipe avec qui je m'entends bien, avec qui on performe bien, avec qui on teste des trucs, et le temps nous dira si j'ai eu raison. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis content. Pour l'instant, je suis épanoui. Il y a une très bonne synergie d'équipe. Et ça, c'est important aussi. Je pense à Mm. toutes les personnes qui vont au boulot au quotidien et qui, au final, n'ont pas une bonne synergie d'équipe. Peu importe l'argent que tu gagnes, ça n'équivaut pas à cette tranquillité d'esprit de savoir que tu vas au boulot, tu as des collègues que tu apprécies, vous faites des bons trucs, tu sens que tu ramènes ta pierre à l'édifice parce qu'on est une petite société. Euh, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Donc voilà, pour répondre à tes questions, c'est plus ou moins ça. Du coup, je te retourne la question quand même, en toi qui te développe, où t'en es pour cette évolution des choses. Là, tu as changé de pays. Comment tu vis tout ça? Ouais, merci de me retourner la question. On a clairement, on avait Lynn, ma femme, moi et une employée quand on était en Suisse. Mhm. Et avec la transition, ben, Esther, notre employée, elle est plus avec nous, elle est restée en Suisse. Et avec la distance, c'était pas forcément ce qu'on recherchait. Et on s'est dit que, en tout cas pour l'instant, on était content de revenir sur juste elle et moi, Lynn et moi, avoir une team qui est plus petite et rester en fait dans l'action du métier que moi j'aime. Aujourd'hui, tout ce qui est de la formation, tout ce qui est du consulting, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et comme tu l'as dit, engager plus de monde, ça te permet de croître plus vite, ça te permet de faire plus, d'être plus productif. Mais ça a un coût, le coût étant, comme tu l'as bien décrit là, que tu changes de métier en fait. Ah, Que ok. tu es maintenant manager et que tu manages une team et que c'est plus la même chose. Et en tout cas, à l'heure actuelle, là où on se situe avec Lynn, c'est que, comme tu l'as dit, on vient de déménager il y a moins d'un an. Nouveau pays, nouvelle structure forcément d'entreprise aussi.
plein de nouvelles choses à apprendre, une nouvelle vie aussi parce qu'on habite au milieu de la forêt, on a des poules et on apprend à vivre cette vie-là maintenant qui est plus du tout la même que celle qu'on avait avant. Et donc pour l'instant, en gros, c'est elle et moi et on accepte le fait de ne pas croître autant peut-être qu'on grandissait les années précédentes. Mais en se disant, on arrive à vivre, on a réussi à acheter une maison, ce qui est incroyable. Même si on ne se développe pas aussi vite que K-Swiss et sa team, ou même si on ne se développe pas aussi vite qu'un tel, etc., eh ben, ça nous correspond actuellement parce que ça nous permet de rester avec des niveaux de stress qui sont moindres aussi, de retrouver un petit peu notre équilibre ici dans cette nouvelle vie et ce nouvel environnement, et sans forcément fermer la porte à une idée de se dire à l'avenir on engagera des gens, etc. C'est tout à fait possible, mais actuellement c'est pas l'objectif numéro un, et ça c'est quelque chose que moi j'ai eu de la peine pendant plusieurs années, je pense jusqu'à récemment, à comprendre que il n'y a pas que le taf. Et c'est dur quand tu adores ce que tu fais, quand tu es passionné, quand tu réfléchis qu'à ça. Moi, ça fait 15 ans que je pense qu'au sport, ça fait plus de 10 ans maintenant que je coach et que je pensais jusqu'à récemment qu'à ça tout le temps. Mais il y a toute la vie que tu as à côté, en fait. Et dans un sens, c'est la vie que te permet d'avoir ton coaching, ton aspect professionnel. Et pour moi, le côté personnel, je l'avais trop longtemps laissé de côté. Et aujourd'hui, j'essaye de passer plus, justement, d'allouer plus de temps et d'énergie à ce côté-là, même si je sais que ça veut dire que je produis moins de vidéos, je suis moins productif qu'avant au sens pur du terme. Je fais peut-être un chiffre d'affaires qui est un petit peu inférieur à ce que je faisais avant. Mais en contrepartie, je travaille moins d'heures par jour, je passe plus de temps avec la famille, je passe plus de temps avec ma femme, on développe une vie, un empire, comme on l'appelle ici, avec notre maison dans la forêt, qui est complètement différent de ce que je construis en ligne et de ce que je fais en ligne, mais qui nous correspond et qui fait qu'on arrive à s'épanouir. Et donc, ça revient à ce que tu disais avant, il faut savoir définir ce qui est la réussite pour toi. C'est ça. Et des fois, la croissance pour la croissance, c'est pas ce qu'il faut chasser. Il faut chasser ce qui, toi, t'anime, en fait, au fond. Non, comme tu l'as dit, et c'est très louable tout ce que tu viens de dire, parce que le plus important, c'est de te focaliser sur ce qui te ramène une tranquillité d'esprit. Et si cette tranquillité d'esprit demande des sacrifices, comme tout demande des sacrifices. Et c'est ça. Moi, pour être honnête avec toi, toutes ces aventures entrepreneuriales, je les fais uniquement parce que j'essaie de vivre une vie où je me dis, je veux pas avoir de regrets. Donc si j'ai une idée en tête, je me dis, je vais la pousser jusqu'au bout, parce qu'autrement, je risque d'avoir des regrets. Et j'ai toujours dit, je préfère mourir avec des cicatrices qu'avec des regrets. Donc on va se casser la gueule, on va se brûler, etc. Mais au moins, on n'aura pas de regrets. Je ne veux pas être sur mon lit et me dire, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Peut-être que si j'avais fait ça, non. Quand je suis dans le doute, je sais que c'est à ce moment-là que je vais aller all-in. Si je me dis, Kev, peut-être qu'en fait, tu peux faire ça, tu peux avoir un grand impact, etc. En fait, c'est ça, c'était vraiment la conversation que j'ai eue. Je dis, hey, let's go. J'ai pris mon phone, j'ai appelé, je veux que tu taffes avec moi. Dispo, pas dispo? Ok, toi et toi, entretien. Sandy, fais-moi un truc, entretien avec des gens, etc. On met une annonce. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et c'est comme ça que je vis ma vie de manière assez impulsive aussi. Mais à la fin, le plus important, comme tu l'as mentionné pour moi, c'est la tranquillité d'esprit. Je suis OK de la sacrifier sur une période temporaire pour des aspirations plus grandes, mais jamais sur le long terme. Jamais sur le long terme. Jamais sacrifier sa tranquillité d'esprit. Je pense que c'est le plus important. Et c'est intéressant aussi, comme c'est quelque chose qu'il faut presque auditer périodiquement, il faut se poser la question périodiquement, parce que c'est aussi des choses qui vont changer selon la phase de vie dans laquelle tu es, ta situation, la situation globale du monde, comme tu l'as cité, il y a plein de choses qui changent. Et au final, moi, je sais que je ne pense pas pareil aujourd'hui par rapport à ça que je pensais il y a 4 ans, 5 ans ou 6 ans en arrière. Et donc, il faut constamment se poser la question, se mettre à jour. Et des fois, ce n'est pas facile de pivoter, de changer, parce que tu te dis ouais mais j'ai tout le temps fait comme ça donc je dois faire comme ça, et des fois il faut changer de mode opératoire et on revient à quelque chose qu'on avait cité tout à l'heure, des fois ce qui t'a permis d'arriver où tu es aujourd'hui, et ça c'est vrai au niveau entrepreneurial et au niveau athlétique, c'est pas ce qu'il faut faire pour passer au niveau supérieur. Comment toi tu travailles là-dessus avec tes athlètes, mais avec les coachs que tu encadres aussi et que tu formes, sur
Voilà, savoir quand il faut continuer à pousser avec la même méthode dans la même direction et savoir quand il faut peut-être changer de méthode, changer de manière d'aborder les choses. Eh bien, je pense que tout passe par une analyse du point de stagnation. Au bout d'un moment, on Mm. observe une stagnation, que ce soit dans nos progrès de développement athlétique, que ce soit dans nos progrès sur la communication sur les réseaux sociaux, d'un point de vue finance, etc. Les chiffres parlent, les mesures objectives parlent et parfois aussi les mesures subjectives nous donnent des indications. Et au final, c'est simple. Lorsqu'on voit la stagnation qui commence à s'installer, c'est là où on doit se remettre en question au final. Et on sait que si on continue à faire le même truc, eh bien, on va avoir le même résultat. Donc c'est intéressant parce que c'est ce qui te pousse à constamment chercher à t'adapter à de nouvelles situations, à de nouvelles circonstances. Et c'est ce qui est beau dans le métier. Personnellement, moi qui travaille avec des athlètes qui évoluent dans un environnement chaotique, des footballeurs, des basketteurs, des combattants, etc., eh bien, tu as créé une programmation, un tacle au mauvais endroit, il y a tout qui change, on change tout, on s'adapte, etc., etc. Donc, j'adore ce dicton qui dit quand tu écris une programmation, tu l'écris au crayon et pas au stylo. Alors en anglais, c'est un peu plus Ouais. stylé, mais en gros, c'est ça. C'est que tu dois être capable d'effacer avec ta gomme et de réécrire au moment donné, le jour où l'athlète passe la porte, parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Et en gros, c'est ça. Ce qui a marché hier ne fonctionne pas aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on adapte constamment notre communication. On voit qu'avant, en moyenne, on faisait ça. Et là, ça ne performe pas. Qu'est-ce qui a changé? L'algorithme a changé. On doit s'adapter en fait. Et c'est ça qui est beau. J'adore cette idée de, même si ça me challenge, même si on ne comprend pas. Parfois avec ma team, on ne comprend pas. Mais guess what? On essaye, on fait, et ensuite on regarde. On fait et on regarde, on fait et on regarde. Et c'est pour ça que tu nous vois essayer différents types de contenus, c'est pour ça que tu nous Mm. vois essayer différents thèmes sur des programmes, sur des trucs. Parce qu'à la fin de la journée, on ne sait pas. C'est ce que j'ai compris. Tu peux voir toutes les formations de ce que tu veux. On ne sait pas. Et tu dois juste faire et tu dois analyser et ensuite tu regardes. Ah ouais, ça marche. Ok. Tu doubles sur ce qui marche et tu continues. Et ça, c'est vraiment la plus grande leçon que j'ai pu apprendre ces dernières années, même dans le monde entrepreneurial, où je me suis dit, mon plus grand regret, ça a été ça. Et je ne sais pas si on avait déjà abordé dans un podcast, mais en gros, c'était de me dire, j'avais un truc qui marchait, et je vais essayer de créer un nouveau truc qui marche au lieu de doubler sur le truc qui marche déjà. Et ça, c'est la plus grosse erreur de rookie qui existe. Donc, j'ai appris en tombant, en me brûlant les doigts, en perdant, mais on se relève, on s'adapte et on réajuste. Et je pense que c'est le seul moyen le seul moyen d'avancer. Moi, tu sais, j'ai autant dans mon parcours fitness que dans mon parcours entrepreneurial, j'ai testé. Moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps et d'argent. Dans mon parcours fitness, ben, j'ai voulu tester les trucs à l'extrême, ça m'a coûté des blessures. Tu vois, ça m'a coûté des blessures pour que je puisse éviter d'autres personnes à faire les mêmes blessures, à commettre les mêmes erreurs. Dans mon parcours entrepreneurial, j'ai perdu des centaines de milliers, littéralement. Enfin, tu as été témoin, même quand j'avais un bar à jus, j'ai perdu 150 000 balles juste dans mon bar à jus. Et ça, c'est un exemple parmi Mm. tant d'autres. T'essayes, tu perds, t'essayes, tu perds, t'essayes, tu perds. Et je vais te dire un truc. Et je sais pas, peut-être c'est le cycle de la vie qui fait qu'on évolue de cette façon-là. Et encore une fois, c'est conceptuel, les chiffres ne représentent absolument rien ici. Mais à chaque fois que j'ai perdu un, par la suite, j'ai réussi à faire deux. Quand j'ai perdu deux, j'ai réussi à faire quatre. Quand j'ai perdu quatre, j'ai réussi à faire huit. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est comme ça. Tout ça pour me dire que ce qui me fait vraiment évoluer et qui me permet de doubler, c'est éventuellement l'erreur. Alors certes, elle me coûte beaucoup, mais peut-être que le fait de ne pas faire d'erreur coûte ta réussite éventuelle. Mm. Et ça c'est le plus important et c'est le truc que je garde en tête. Non, hey, on va essayer, we're gonna try. Si ça marche, parfait. Si ça marche pas, yo, on to the next one. Mais c'est ça qui est intéressant et qui est important que tu dis là. Ça rajoute une pièce, une brique sur ce qu'on a dit précédemment. On a parlé de faire, on a parlé d'être actionnaire, d'être actif, d'être acteur dans ta vie dans tes projets et de faire pour apprendre. Mais après, il y a si ça marche, c'est-à-dire l'analyse, c'est-à-dire déterminer est-ce que c'est la bonne voie ou pas. Et pas juste se cantonner à faire pour faire. Hein, donc ça, c'est la pièce supplémentaire. Oui, il faut faire. Et oui, plus tu vas faire, plus vite tu vas apprendre. Mais il ne faut pas le faire les yeux fermés. Et il faut bien se poser la question ensuite, est-ce que ça a fonctionné?
pourquoi ça a fonctionné, est-ce que Exact. c'est la bonne stratégie pour maintenant ou est-ce que je dois explorer autre chose parce que ça ne fonctionne pas et je pense que ça, c'est une leçon, encore une fois, pour les coachs, pour les entrepreneurs et pour des personnes qui veulent performer. Pose-toi la question, est-ce que tu fais ce que tu fais maintenant parce que ça a toujours fonctionné ou est-ce que tu le fais parce que ça fonctionne vraiment maintenant? Est-ce que tu progresses? Tu as parlé de la stagnation avant, ça je pense que c'est toujours pour moi une question qu'on oublie de poser ou que beaucoup de gens oublient de poser quand tu fais une analyse de programme, quand tu prends quelqu'un en charge. Est-ce que tu progresses actuellement? Parce que ça va tout de suite te dire si, ok, ben on prend ce qu'on a, on continue, on va dans la même direction. Ou alors, non, ça fait 6 mois que je stagne, que je bouge plus, que je régresse, etc. C'est pas du tout la même conversation, peu importe en fait ce que la personne faisait avant. Non, absolument. Et comme tu l'as dit, c'est ce que je répète constamment. Encore une fois, je vais passer les gens avec ça, mais c'est l'exemple que j'ai avec les gens que j'encadre. Mais dans mon programme mentorship, je leur dis tout le temps, on doit être un étudiant du game. Et par game, encore une fois, c'est cette gamification, le jeu de tout pour dire que on doit Mm. toujours. Le game, c'est tout. C'est le game des réseaux, le game du business, le game de la programmation. Constamment se questionner, constamment s'adapter, constamment analyser le tout. Ça fait partie du game. Et plus, c'est marrant parce que plus tu deviens un expert, j'aime pas trop ce terme, mais plus tu améliores ton expertise ou tes connaissances dans un domaine plus précis, plus tu as tendance à passer du temps sur cette analyse-là. Et moi, trop posé sur le fait que, je sais, quand j'ai commencé, je faisais des programmations, en 5 minutes, je pouvais le faire la semaine. Alors que maintenant, juste une journée, ça va me prendre 45 minutes, 1 heure, je me prends la tête parce qu'il y a le deuxième entraînement, il y a ça, etc. Et en fait, plus tu en sais, plus tu te questionnes. À chaque fois, je me pose la question, est-ce que ça fait sens? Si je ne sais pas expliquer pourquoi j'ai mis ça là, à ce moment-là, eh bien, je dois je le questionne, je le change Mm. éventuellement, ou alors je sais le justifier, et tant mieux, ça me rassure dans ma prise de décision. Et au quotidien, on fait ça, avec ma team, on fait ça également, et c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on invite à faire, parce que, comme tu l'as dit, faire pour faire, ça sert à rien. Mais faire avec une intention derrière, avec une analyse ensuite, eh bien là, tu peux avoir de vrais résultats. Quelque chose que tu as commencé il y a des années et qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, c'est ton mentorat, qui est maintenant sur sa 12e saison, c'est ça? 12e. Même moi, j'y Vous crois lancez pas. la 12e là, ce qui est dingue, hein, c'est incroyable. Plusieurs centaines de coachs, kinés, prépa formés ces dernières années. Pour toi, ça a été quoi pour toi ta plus grande leçon, ton plus grand apprentissage en mettant en place ce mentorat et avec les 11 sessions que tu as eues déjà jusqu'à maintenant? Alors déjà, dans la mise en place de cette idée qui était abstraite, à la base, ça m'a appris à vraiment systématiser ma pensée. Et quand tu le mets noir sur blanc, c'est beaucoup plus dur que ce que les gens pensent. Parce que tu connais plein de trucs, mais quand tu dois le mettre noir sur blanc, et d'ailleurs, dédicace à toi qui est une partie active du mentorat également. Euh, mais ouais, voilà, systématiser ma pensée, toutes les idées, les mettre dans un ordre cohérent, etc. Se débarrasser des trucs qui éventuellement font moins d'importance. Savoir placer des informations qui pour l'instant paraissent vagues et floues et pas nécessaires, mais qui plus tard vont être nécessaires pour ce qu'on va voir après. Encore une fois, j'aime cette idée de la programmation, ça illustre bien le tout. Tu mets un truc là aujourd'hui, ça fait peut-être pas sens, mais dans 2 mois, tu vas voir que Hmm. quand on fera cet exercice, c'est parce que on l'a construit en faisant ça au début, etc. Et donc ça, dans la mise en place, la création du mentorat, ça a été un vrai travail. Maintenant, dans euh, la collaboration avec les coachs, parce que vraiment, c'est comme ça que je vois le tout. Alors, certes, j'ai la casquette du mentor ou formateur, on appellera ça comme on veut, mais je le dis à chaque fois à tous les coachs qui viennent, tous les professionnels du sport et de la santé. Aujourd'hui, c'est juste moi qui ai la parole. On a un groupe d'amis. J'ai un peu plus d'expertise sur certains sujets, ça ne veut pas dire surtout. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Alimentez votre système. Je ne vous oblige pas à copier exactement mon système. J'espère juste qu'il pourra vous inspirer parce que moi, il m'a créé du succès et je pense que il peut également vous aider dans cette quête de succès que vous avez. Et ce que je retiens, finalement, encore une fois, c'est que ceux qui ont le plus de résultats sont ceux qui exécutent directement. Littéralement. J'ai des gars qui, pendant le mentorat, qui disaient c'est bon, j'ai remboursé la formation parce que tu as exécuté directement. Il y a des gens qui m'écrivent 2 ans après en me disant ouais, c'est que maintenant que j'ai commencé à exécuter et là, je vois les bénéfices, etc. Donc, exécuter, c'est mon mot d'ordre à chaque fois, en fond de podcast, en fond de tout. Et le message qu'on va faire passer également ici, c'est exécuter directement. Mais littéralement, je me rappelle quand j'étais dans cette quête, j'en apprenais plus sur, peu importe que ce soit le conditionnement, une nouvelle méthode.
Là, le lendemain matin, j'avais mon sac, mes baskets, j'étais sur le track et j'essayais, tu vois. Et c'était pas parfait, mais je peaufinais la semaine d'après et je travaillais sur des cycles comme ça. Et c'est le jeu, tu dois exécuter directement. Et ceux qui exécutent ont des résultats de manière quasi instantanée. Donc c'est ce que je retiens vraiment de ça. Il y a différents profils. On n'a pas tous le même point de départ. On a tous des trucs sur lesquels on doit travailler. Et, le mot final de ces 12 vagues, c'est prendre le temps de s'étudier, de s'analyser et d'exécuter directement. Si je venais à résumer le tout, je pense que ça redéfinirait le succès de nombreuses personnes qui ont pu participer ou qui souhaitent participer ou d'autres, même à d'autres formations, peu importe. Je pense que c'est ça le mot d'ordre au final. Ouais, il faut mettre en place tout de suite. Quelque chose que tu lances cette année, le Business Retreat. Exact. Donc retraite, accès entrepreneur, développement business. Parle-nous un petit peu de ça. Alors l'idée c'était simple, encore une fois on travaille sous forme de cycle. Euh, j'ai voulu dans un premier temps me développer en tant que coach pour revenir à cette histoire du mentorat. Et j'ai essayé de peaufiner ce métier sous tous les aspects possibles. Ce qui m'a mené à un certain succès sur le terrain, avec des clients en ligne, etc. Et j'ai ensuite décidé d'enseigner cet aspect technique et tous les éléments externes du métier au coach qui a vu. Donc, j'ai voulu donner naissance à ce partage de connaissances à travers ce que j'ai appelé mon mentorat. Et là, j'ai voulu faire exactement pareil, on va dire, mais d'un point de vue business. OK, tu as les informations, tu sais, tu sais gérer ton coaching, tu es devenu un coach d'élite dans la pratique. Maintenant, tu as envie de scaler, tu as envie de ramener le tout au niveau supérieur. Je l'ai fait, je l'ai peaufiné toutes ces dernières années. Aujourd'hui, j'ai une team, etc. Donc, le concept a été de dire, OK, je veux offrir les mêmes outils. Je veux offrir, parce que la base réelle, comme pour n'importe quel coach, on commence dans cette industrie pour aider les gens. Et moi, il s'avère que j'ai fait un pivot où j'ai voulu aider également les professionnels du sport et de la santé. Parce que j'ai eu un vrai succès. Qu'on soit véridique ici, ça m'a changé la vie. Je suis dans des sphères différentes, j'ai accès à des choses dont je n'aurais pas pu avoir accès autrement. Et j'ai envie d'offrir la même chose parce que je sais que on peut l'avoir. Alors certes, à des niveaux différents pour chacun d'entre nous en fonction de nos priorités, de la hiérarchie de valeurs qu'on s'est créée à titre individuel, mais je sais qu'on peut tous exceller là-dedans. Et donc j'ai envie d'offrir tous les systèmes qu'on a mis en place, toutes les erreurs que j'ai pu commettre par le passé qui m'ont coûté du temps, de l'énergie, énormément d'argent, eh bien tu vas pas les commettre. Je vais te donner exactement tout ce que tu dois faire. Et du coup, c'est quelque chose qu'on aimerait lancer, bien entendu, plus tard en ligne, mais on s'est dit, hey, le côté en présentiel, il fait toute la différence. Je le vois dans mon programme Mm. mentorship, quand on fait le séminaire à la fin, 2 jours, ça a autant d'impact, plus que les 6 mois en présentiel, tu absorbes plus d'informations, plus d'énergie. Et je me suis dit, ok, on va le faire en présentiel d'un coup, et on va le faire dans un cadre qui est idyllique à l'apprentissage. On va se débarrasser de tout le bruit qu'il pourrait avoir. Ok, on va prendre un palais, on a pris un palais à Marrakech, on l'a privatisé, et j'ai dit, je vais faire un truc qui a jamais été fait. Je vais prendre ma team. Chaque personne de ma team a son expertise et elle va donner son expertise pour que les coachs puissent l'appliquer directement. Les professionnels. Mm. Et en vrai, ça s'ouvre à tous, pas simplement aux coachs, mais à toutes les personnes qui veulent scaler leur business, qui ont une empreinte digitale, mais qui veulent la ramener à un niveau supérieur. Les gars, nous, on a tous les systèmes. On sait exactement comment tout faire. On l'a fait à un niveau. Alors, encore une fois, tout est relatif, mais relativement petit pour l'influence du fitness. Et on peut faire beaucoup. Donc, moi, j'en suis la preuve. J'ai aidé d'autres personnes à le faire, qui sortaient même de notre milieu. On peut le faire pour vous également, et on va vous donner toutes les informations. Donc, l'idée, ça a été de commencer avec justement cette immersion. 6 jours intenses. On vient, on peaufine, tu vois, on allie l'utile et l'agréable, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner, on va passer des bons moments, on va bien manger, mais on va charbonner. Et vous allez en sortir grandi. Et vous allez gagner tout simplement 10 ans d'expérience que j'ai pu accumuler sur l'aspect business et développement digital en une semaine et avec la continuité qui va venir par la suite. Donc c'est le nouveau challenge de cette année. Je t'avoue que c'est un challenge qui a été fait un peu de manière précipitée. C'était moi, c'est mon caractère impulsif. Les gars, c'est dans 3 mois. Tu vois, c'était un peu ça. Est-ce que c'était bien ou pas? Le temps nous le dira. Il y a eu beaucoup d'intérêt. C'est pas gratuit. C'est cher. Mais c'est rien comparé à la valeur qu'ils vont recevoir. Et donc voilà, je me réjouis vraiment, ça va être un truc de ouf. En tout cas, avec ma team, on est dessus. Et je sais que c'est un truc qui a jamais été fait. Moi, j'ai pas eu accès à ça. Et j'ai envie de le proposer, d'amener encore une fois ma pierre à l'édifice, mais du côté un peu plus euh, entrepreneurial
de notre métier. Ouais, et je pense que, comme tu l'as dit, le faire en présentiel, ça change tout en fait. Parce que dans l'ère du temps de vouloir tout faire à l'IA et de pas avoir d'implication directe avec tes clients, etc. Et de vouloir scaler à l'infini, mais sans être impliqué au final, eh ben, l'humain reste l'humain et l'humain voudra toujours ce contact et cette relation et cette communication. Et comme tu l'as dit, tout est tellement plus puissant en personne. Donc je pense que c'est le bon move en tout cas d'attaquer comme ça. Et comme tu l'as dit, les gens ils vont ressortir tellement grandis de passer du temps à tes côtés avec la team. Le fait que toutes les personnes dans ta team aient leur expertise et puissent intervenir pour apporter ces pièces-là pour les personnes qui participeront, je pense que c'est une super idée. Et comme tu l'as dit, ça se fait pas ou ça se fait peu dans notre milieu. Il fallait bien quelqu'un pour le faire et c'est cool de devoir prendre les devants, mettre un pied devant l'autre comme tu sais très bien faire et proposer ça. Donc j'encourage tout le monde à aller voir ce que vous proposez. Toi pour le mentorat encore, hein, pour la saison 12 Exactement. qui attaque bientôt, pour la Business Retreat, on mettra les liens dans la description du podcast. Kev, ça a été un énorme plaisir de prendre ce petit temps avec toi, comme ça l'a été depuis le début avec le podcast et depuis qu'on s'est rencontrés il y a plus de 6 ans maintenant. Et tu m'as donné la chance, hein, avec le podcast. Je t'ai invité, j'avais 0 épisode au compteur et tu as été le premier. Donc merci à toi pour cette confiance dès les premiers jours. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux dire à l'audience pour terminer ce podcast? Non, un mot de la fin, te remercier également. Merci pour ton dévouement. On est moins en contact. C'est la vie, malheureusement ou heureusement. Mais en tout cas, voilà, je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu fais. Tu le fais bien et tout ce que tu as, c'est mérité. Donc voilà, je tenais à le dire. Et j'espère que c'est une source d'inspiration également pour tous les autres coachs parce que je sais que tu as une grande communauté de coachs qui te suit. Et bien, j'espère qu'ils pourront suivre tes footsteps et voilà qu'à travers ce discours, à travers ce qu'on dit, on puisse les inspirer. Parce qu'au final, c'est ça l'idée. C'est un rôle, je pense, et je vais parler pour nous deux, qu'on endosse quelque part et qu'on fait avec plaisir. Parce que inspirer, c'est pas un truc qu'on prend à la légère, ou du moins, moi, je ne le prends pas à la légère. J'aime le fait de savoir que j'ai cette pression derrière moi et que quelque part j'ai des comptes à rendre en disant les gars, moi je veux continuer à vous inspirer et je veux le faire de manière intègre, je veux faire les choses bien et voilà, et dédicace à toutes les personnes qui le font également de cette façon-là, de manière intègre, en partageant leur savoir, leur connaissance, leur expertise, en se focalisant sur leur assiette et pas sur l'assiette des autres pour conclure. Mais voilà, dédicace à tous, continuer, travailler dur, exécuter, c'est le mot d'ordre. Sean et K-Swiss depuis le début, comme il l'a dit, du premier podcast. Merci Kev, c'était un énorme plaisir de t'avoir à nouveau. Hâte de te revoir bientôt quand je repasserai en Suisse. Et encore une fois, tous les liens sont dans la description. Allez suivre Kev sur Insta, sur sa chaîne YouTube si vous ne le faites pas encore. Et je te dis à bientôt. C'est pas le dernier. Bientôt. Yes. Peace. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu es coach, préparateur physique ou kiné et que tu souhaites mettre à jour tes connaissances et tes compétences sur la programmation de l'endurance, laisse-moi t'en dire un petit peu plus sur mon Mastermind Endurance. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand tu es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille et pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement,
c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là, en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite, en fait, ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.